Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre hebdo-philo du jeudi soir. Ce soir, nous allons nous demander, va-t-on vers le meilleur des mondes ? On va se le demander avec le Superman des rapports et de l'économie, Jacques Attali, qui publie « Peut-on prévoir l'avenir ?» On sait que les prévisions sont très difficiles, comme dit l'humoriste, surtout en ce qui concerne l'avenir. On va en parler avec vous. Laurent Alexandre, lui, médecin, nous propose un livre qui s'appelle « Vaincre le cancer », avec aussi en prime un roman dont on va parler, « L'homme qui en savait trop », un roman écrit en collaboration avec David Angevin. Et puis, une jeune révélation, étudiant toujours, 25 ans, qui nous a fait un très bon livre qui s'appelle « Terre Sainte » avec un C et non pas un S. Terre Sainte, Mohamed Mbougar Sarr, aux éditions Présence africaine. Face à nos trois invités, nos trois agrégés de philosophie que le monde entier nous envie, Géraldine Mühlmann, Eliette Abécassis, Mazarine Pinjot. Pendant cette émission, bien entendu, vous pourrez agir comme vous l'entendez sur hashtag LGQ, c'est-à-dire nous remercier, nous féliciter et puis aussi nous critiquer. Ne vous gênez pas. On va commencer tout de suite par notre nouveauté anachronique, c'est-à-dire les tweets de philosophes sur la grande question. Et Éric Matin va vous en présenter quelques-uns. On regarde. Le trending topics de la semaine était le meilleur des mondes, la philosphère se déchaîne. Leibniz et ses milliers de followers ne tremblent pas. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ce qui déclenche un tweet clash d'une rare violence de Voltaire. Si c'est le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres ? Jankélévitch répond à Voltaire par un direct message, un DM, afin de calmer les esprits. Le meilleur des mondes n'est que le moins mauvais. Oh my God ! Bergson rentre dans la baston et monte le niveau. L'avenir de l'humanité reste indéterminé parce qu'il dépend d'elle. Bon, alors, on va commencer par vous, Jacques Attali. Le meilleur des mondes, vous pensez que c'est mieux aujourd'hui qu'avant ou pas ? Oui, sans aucun doute, le monde est mieux aujourd'hui ou moins pire qu'il n'était. Donc c'est mieux qu'avant, mais en même temps, on a à la fois plus de moyens de faire le bien et plus de moyens de faire le mal. Donc les deux à la fois. C'est pour ça que la réponse binaire est trop facile. Jacques Attali, une question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce qui rend les Français si malheureux, si pessimistes, si déclinistes ? Vous qui publiez des rapports régulièrement, comme ça, pour dire à peu près ce qu'il faut faire, mais ça reste lettre morte, vous pissez dans un violon. Non, arrêtez avec ça. C'est d'abord les rapports, ça représente le millième de ce que je fais. Non, mais on a le sentiment que vous faites toujours le même rapport. Après chaque élection de nouveau président, vous dites les réformes qu'il faut faire, et tout le monde dit bravo, bravo, c'est ça qu'il faut faire, et personne... Oui, voilà, là, il y a une avalanche de questions. Non, la raison pour laquelle la France est pessimiste est assez mystérieuse, parce que, comme vous savez, elle est plus pessimiste que la plupart des pays, elle est atteint le niveau de pessimisme de l'Afghanistan, ce qui est quand même bizarre. Les sociologues disent, de façon consensuelle, une réponse qui ne me satisfait pas tout à fait, qui disent que la France est pessimiste parce qu'elle a une telle exigence pour elle-même qu'elle a le sentiment qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle voudrait pour elle-même, parce qu'elle est elle-même un très grand pays avec beaucoup de réussite. Moi, je crois que la France est pessimiste parce qu'elle a un sentiment d'être un grand pays, que c'est magnifique de vivre ensemble, et en France, parce que quand on voit à la télévision tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, on a l'impression que c'est vraiment mieux ici, quoi. Mais qu'en même temps, il y a un risque de déclin qui fait que, parce que nous sommes très hauts, nous pouvons aller plus mal, beaucoup plus que d'autres. Et je pense que c'est ça la raison du pessimisme français. Mais en fait, pour compléter ma réponse ici et la réponse à la question précédente, je dirais qu'aujourd'hui, les Français, et en général dans la vie publique, on se divise en trois catégories. Ceux qui pensent que c'était mieux avant, il faut y retourner. En gros, en France, c'est à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite. C'était mieux avant, c'était mieux quand il y avait les frontières fermées, c'était mieux quand on était entre nous, etc. Ceux qui pensent que c'est mieux maintenant et que ça ne sera pas mieux plus tard et que c'était pas mieux avant, donc il ne faut surtout rien faire. Donc c'est ceux qui, à la lecture de mes rapports, s'empressent de les mettre au placard ou au tiroir ou à la poubelle, parce que surtout, il ne faut rien changer. Et ceux qui pensent, dont je suis, que ça peut être mieux à plus tard. Ça peut, c'est pas sûr, mais ça peut, à condition de faire un certain nombre de choses. Ça peut, tant dans les domaines scientifiques que dans les domaines éthiques, que dans les domaines évidemment culturels, ça peut être mieux plus tard. Ouais, alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison d'être pessimiste quand on est médecin, Laurent Alexandre, parce qu'il y a un monde qui s'ouvre de découvertes absolument extraordinaires, notamment sur le cancer.
le monde futur va être extraordinaire. On va effectivement, grâce aux nanotechnologies, aux biotechnologies, à notre meilleure compréhension du cerveau, à la puissance informatique sans cesse augmentée, on va pouvoir guérir beaucoup de maladies, probablement augmenter beaucoup notre espérance de vie grâce à ces technologies et grâce aux progrès industriels défendus par des sociétés comme Google qui veulent nous rendre immortels. Donc nous avons devant nous un boulevard absolument fantastique d'augmentation de notre qualité de santé et puis de notre espérance de vie au cours du XXIe siècle. À côté de ça, nous avons aussi des questions éthiques immenses qui se posent. Qu'allons-nous faire de notre capacité à choisir les embryons, à augmenter les embryons, à augmenter le quotient intellectuel des enfants dans le futur? Vous savez que 50% des jeunes Chinois souhaitent augmenter le quotient intellectuel de leurs enfants en utilisant des technologies de manipulation des embryons. Et la technologie sera prête dans très peu d'années. Donc nous sommes effectivement à un moment où nous avons des perspectives extraordinaires et des questions éthiques absolument vertigineuses. Mohamed Moungar-Sarr, alors vous n'avez aucune raison d'être optimiste, franchement. Parce que, bon, la montée de l'islamisme, quand on lit ce roman atroce, voilà, on a l'impression d'un enfermement, voilà, c'est ça qui nous attend, Terre Sainte. C'est pas terrible. Je crois qu'il y a eu pire. Il y a eu Boualem Sansal entre-temps, qui, je pense, est beaucoup plus radical dans son pessimisme. En réalité, je voudrais revenir sur le contenu qu'on met dans le meilleur des mondes. C'est que depuis tout à l'heure, on est en train de dire meilleur des mondes, mais qu'est-ce que ça signifie? À quoi est-ce que nous tenons? Quand on dit meilleur, de quoi est-ce qu'on remplit cette épithète-là? Ça veut dire quoi être meilleur pour nous? Je pense que ce n'est pas la même chose, un avenir meilleur ou un monde meilleur, ici par exemple en France ou en Occident de façon générale, et puis le meilleur des mondes dans d'autres espaces. Je pense qu'il faut d'abord faire cette différence de plan avant de pouvoir... parce que je sais qu'il y a dans certaines zones, notamment par exemple dans celle où... que je décris par exemple dans mon roman, il y a des gens qui ne sont préoccupés que de survivre. Le meilleur des mondes, pour eux, c'est de survivre, d'arriver à survivre, etc. Et ce n'est pas la même chose. Quand j'entends par exemple M. Alexandre dire en effet qu'il y a d'autres préoccupations sur les nanotechnologies, etc., tout ça semble extrêmement loin de certaines préoccupations. Et pourtant, dans certaines régions, c'est meilleur, c'est ça le meilleur, et puis dans d'autres, c'est extrêmement très éloigné. Donc cet écart-là entre les meilleurs des mondes me frappe en réalité. Bon, alors, après cette entrée en matière, on va se demander maintenant si la politique peut sauver le monde. Et tous les regards se retournent, bien sûr, vers Jacques Attali, et c'est Mazarine Pinjot qui va lui poser la première question. Oui, alors, bon, la politique, ou en tout cas l'action humaine, la praxis. Il y a quelque chose qui est intéressant et sur lequel je cesse de m'interroger moi, mais parce que je n'ai pas la réponse, sur votre propos de prévoir l'avenir. Même si vous dites qu'effectivement, prévoir l'avenir, c'est pouvoir le changer, je ne vois pas comment dépasser la contradiction interne entre prévoir et changer, puisque si on le change, c'est qu'il n'est plus celui qu'on a prévu. Enfin, il y a un problème de logique là-dedans. C'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de penser une contradiction entre cette science, cette pratique d'essayer de prévoir l'avenir et la décision d'en changer. Parce que finalement, en changer, ça veut dire justement se soustraire aux catégories présentes qui permettent de le prévoir. Oui, c'est une discussion qui existe depuis très longtemps. Il y a, déjà dans la prophétie, il y a deux sortes de prophètes. Il y a les prophètes qui prévoient le monde idéal en espérant qu'il ait lieu. Il y a les prophètes qui prévoient le monde catastrophique en espérant que leur prophétie sera si influente que les hommes agiront pour que leur prophétie ne se réalise pas. Donc, il y a ceux qui souhaitent avoir raison et ceux qui souhaitent avoir tort. Et dans la politique, il y a deux catégories d'hommes d'action, tant dans la vie personnelle que dans la vie d'entreprise ou que dans la vie politique. Ceux qui donnent un axe vers quoi on doit aller, donc c'est volontariste, ça correspond à la prévision volontaire, et puis ceux qui disent attention, si on fait ça mal, on va aller dans la catastrophe, et qui sont d'abord dans la prédiction de essayons d'éviter ça avant de savoir où on va. Donc la prévision, à mon avis, est la condition même de l'action. Et un des critères de validité de l'action, c'est créer les conditions pour que la prédiction du pire ne se réalise pas. C'est déjà quelque chose. Après, quand on a aidé à faire que le pire ne se réalise pas, on peut espérer faire quelque chose qui soit le meilleur possible. Par exemple... Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? Par exemple, si je vous dis qu'il y a un piano qui va vous tomber sur la tête, j'espère que vous allez vous pousser, qu'il ne va pas vous tomber sur la tête, donc j'espère avoir tort. Si je vous dis... pour une société, c'est pas un piano, qu'est-ce que c'est? Non, mais si je vous dis le climat va être catastrophique si on ne fait rien, c'est pour qu'on espère qu'on fasse quelque chose pour que ça n'ait pas lieu. Si je vous dis, comme le disait monsieur tout à l'heure,
qu'il y a encore 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim et qui 5 millions d'enfants qui meurent de faim tout le temps, chaque année, c'est pour créer les conditions pour que ça n'ait plus lieu. Donc on prévoit pour créer les conditions d'une prise de conscience et du changement. Donc la prévision est la condition même de l'action. Je voudrais juste vous lire une phrase de Derrida qui est tirée de la grammatologie, où il écrit « L'avenir ne peut s'anticiper que dans la forme du danger absolu. Il est ce qui rompt absolument avec la normalité constituée et ne peut donc s'annoncer, se présenter que sous l'espèce de la monstruosité. » Autrement dit, ce que Derrida dit, c'est que précisément, on ne peut pas anticiper l'avenir parce que les catégories avec lesquelles on peut anticiper, enfin, le fait même, la démarche même d'anticipation appartient à notre présent. Or, précisément, ce qui peut arriver de l'avenir n'entre même pas dans l'ordre de l'imaginable. Est-ce que l'avenir, ça n'est pas précisément cette grande altérité qu'on ne peut même pas imaginer? Non, je ne crois pas que ce soit exact. Et si je me retourne sans auto-flagornerie particulière sur mon propre travail, j'ai prévu beaucoup de choses qui ont eu lieu, et je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens prévoient les choses qui ont lieu, parfois sans réussir à les empêcher, ou en ayant anticipé des choses qui devaient avoir lieu et qui ont lieu. Donc on peut prévoir. On peut prévoir les monstruosités. Nombreux étaient ceux qui, en 1929, prévoyaient les catastrophes qui ont suivi. Nombreux ceux qui ont prévu Hitler et qui n'ont pas réussi à l'empêcher. Donc c'est vrai que parfois la monstruosité est pire que l'imagination humaine permet de l'imaginer. Mais il n'empêche, prévoir l'avenir, c'est possible. Tant l'avenir personnel que l'avenir, c'est possible. Les monstruosités sont parfois au-delà de ce qu'on a imaginé, mais ce n'est pas une raison pour ne pas être en situation de le prévoir. Et heureusement, l'histoire humaine et l'avenir ne se résument pas à une collection de monstruosités. Alors, je voudrais revenir par un autre biais, un questionnement qui va d'ailleurs, à mon avis, concerner tout le monde ici, c'est la question du principe de précaution, qui a été thématisé par Hans Jonas. Le principe de précaution qui consiste donc à agir en fonction justement d'une prévision qui ferait qu'on prendrait des précautions pour ne pas entamer l'avenir de notre planète, de telle entreprise, enfin, ou de notre État, etc., etc. Est-ce que justement le principe de précaution n'empêche pas la recherche, par exemple, d'aller trouver des solutions autres qu'on aurait dans la simple prévision? Est-ce que la prévision ne devient pas à un certain moment un frein à la prospective et à l'invention? Oui, c'est possible. Surtout quand la prévision est erronée et surtout quand on utilise à tort le principe de précaution. Pour moi, le principe de précaution, c'est on ne doit pas faire quelque chose qui peut avoir une conséquence irréversible sur l'espèce humaine. Pas qui peut avoir une conséquence néfaste sur notre présent, notre avenir, qui peut avoir une conséquence irréversible sur l'espèce humaine. Dans ce cas-là, il faut l'interdire. Mais si on applique le précaution en disant toute innovation qui va créer des catastrophes doit être interdite, à ce moment-là, on n'aurait accepté ni la roue, ni le feu, ni l'escalier, ni l'ascenseur, ni le chemin de fer, ni l'électricité. Et comment on en décide? Où est la frontière? Alors, la frontière, c'est le mot que je viens de prononcer, c'est le mot irréversible. Il est évident que le feu peut tuer, mais pas modifier de façon irréversible le destin de l'espèce humaine, parce qu'il n'a pas de conséquences génétiques. De même pour l'ascenseur, le chemin de fer ou l'électricité. S'agissant du domaine transhumaniste, la frontière n'est pas toujours évidente. Dans le domaine transhumanisme, il y a un risque d'irréversibilité. Attendez, vous pouvez expliquer ce que c'est, transhumanisme? Transhumanisme, c'est-à-dire influer sur la structure même du code génétique et du vivant pour créer les conditions pour que le vivant, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire faire des prothèses, etc. Voilà. Non, si on fait une prothèse, c'est pas irréversible puisque c'est pour une seule personne. Ce qui est irréversible, c'est quand on atteint à l'intérieur du système génétique ou épigénétique et qu'on crée les conditions d'une modification transmissible. C'est là où, et à mon avis, c'est ça la frontière. Le principe de progression doit être accepté, mais seulement là où il y a un risque d'irréversibilité. Mais naturellement, on peut se tromper. On peut se tromper en faisant quelque chose qu'on croit ne pas être irréversible et qu'il est. Mais ça, c'est le risque de la nature humaine. C'est pas parce qu'on peut se tromper qu'il ne faut pas le faire. Ouais. Alors, à propos de prévision, vous avez prévu votre élection à la présidence de la République? Parce que moi, je me suis laissé dire que vous aviez envie de vous présenter, en tout cas. Je ne sais pas de voir s'il y avait un petit chemin à faire. J'ai dit que dans ce pays, les seuls moments où on a réformé le pays, il se trouve que notre pays est comme ça, c'est en 1945, en 1958 et en 1981. Pourquoi? Parce que ces trois périodes, on avait préparer le changement de telle façon à ce qu'en 100 jours, un grand nombre de choses qui avaient été préparées longtemps à l'avance aient pu être faites. Depuis 1995 ou quelque chose comme ça, les élections suivantes ont été telles que plus rien n'a été prévu pour
agir immédiatement dans les 100 jours qui suivent l'élection, et donc rien ne s'est fait. Et donc je dis que si on recommence cette fois-ci... Alors, comme vous avez prévu qu'on ne va pas faire encore... on va encore vous demander un rapport qui restera lettre morte, Non, mais ça, vous avez prévu de vous présenter, c'est Non, ça? j'ai prévu de faire justement, non pas un rapport, mais un programme que je vais mettre sur la table avec tout le monde. D'ailleurs, vous pouvez mettre en ligne, en bas de mon nom, france2022.fr, où des milliers de Français ont commencé à participer. Et nous sortirons ce programme. Ouais, c'est comme ça qu'on commence une campagne électorale. Hein, Nous sortirons ce programme en janvier-février. comme ça, ouais. Nous sortirons ce programme en janvier-février. Et je ferai l'impossible pour ne pas avoir à être candidat. Vous Je pensez- ne souhaite pas l'être. Je ferai l'impossible pour ne pas l'être parce que je suis Ils sûr. disent tous ça au début. Et je hein. suis sûr Ils que disent je vais- tous ça. et je suis sûr ne veux pas me présenter. Et je suis sûr que je vais arriver à ne pas être candidat parce que je n'ai aucune envie, parce que si j'avais voulu le faire, c'est pas maintenant que j'aurais commencé. Hein. Il y a un certain temps qu'on me l'a proposé de me lancer dans la vie politique électorale et que j'ai refusé. Donc c'est pas maintenant que je vais commencer. Mais je veux faire partie de ceux qui font que l'année 2016 soit occupée à débattre d'idées et non pas de savoir la couleur de la cravate de ceux qui seront candidats. Et pour ça, il faut mettre sur la table des programmes, des pas d'idées, en particulier des idées sur la technologie, sur le moral, l'éthique, l'intégration, beaucoup de sujets, de façon à ce qu'on arrive au moment de l'élection présidentielle avec des vrais programmes et avec des gens qui s'engagent à les mettre en avant 100 jours. Quoi, par exemple, vous avez une petite idée déjà? Allez. Réinvitez-moi en février. D'accord, ok, on le fera. Eliott Abécassis. Dans votre livre, vous évoquez le tout prédictif qui est en train d'envahir toutes les sciences. Et le passage de la causalité à la raison probabiliste, où il y a la corrélation à la raison probabiliste. Et quand on prend l'exemple de la médecine, par exemple, on voit ce que cela peut donner. C'est-à-dire bientôt, on pourra, par une goutte de sang, prévoir exactement la taille, l'âge, les maladies probables que va développer un enfant et même la date de sa mort. Et cette raison probabiliste pose un certain nombre de problèmes épistémologiques, c'est-à-dire que la causalité probabiliste n'est pas une véritable causalité. Et pourtant, on va faire une médecine qui va consister finalement à soigner des gens bien portants, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, comme le montre l'exemple d'Angelina Jolie, qui a subi une mastectomie parce qu'elle avait 87% de chances de développer un cancer du sein. Alors, Comme toute sa famille, quoi, il faut bien dire. oui, puisqu'elle avait une mutation d'un gène. Alors, d'un point de vue scientifique, comment est-ce qu'on peut fonder une raison sur un raisonnement probabiliste? Est-ce que ce n'est pas une fausse raison? Oui, d'abord, c'est pas vrai qu'en médecine, sur la médecine, je laisserai Laurent le dire mieux que moi, parce que c'est un sujet sur lequel il travaille depuis très longtemps. Mais plus généralement, d'abord, on en est arrivé à ce que le critère de vrai en science soit le caractère prédictible de la science. Autrement dit, une théorie n'est vraie que si elle prédit l'avenir. Par exemple, une théorie n'est vraie que si astronomique n'est vraie que si elle prédit les mouvements de telle étoile ou telle éclipse, et une théorie médicale n'est vraie que si elle prévoit telle et telle chose. Donc la prévision est devenue un critère de vrai. La prédictibilité est devenue un critère de vrai. Deuxièmement, il est clair aussi qu'on a basculé, et c'est ce que vous avez rappelé à l'instant, de la causalité à la corrélation. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus la cause, on cherche simplement de façon statistique globale les corrélations. Et ce n'est pas vrai qu'en médecine, et c'est là où c'est très intéressant, c'est vrai aussi dans des choses plus banales. Par exemple, avec votre prénom et votre lieu d'habitation, je peux dire avec une certaine probabilité, pas moi, mais les organes de marketing, ce que vous allez acheter dans la semaine. Bien sûr. Parce que c'est En économie, bien sûr, ça a on une- peut le faire aussi. En politique, On peut le faire en police. Et là, aujourd'hui, les techniques de police sont extraordinairement précises, puisqu'on a réussi, il n'y a pas longtemps, à mettre des policiers à Milan, quelque part, à un endroit, ils ont attendu des gangsters, parce qu'il était prévu qu'ils arrivaient, ils sont venus. Bon. Donc, il y a... Pourquoi ça marche? Ça marche parce que nous sommes devenus 7 milliards et que la probabilité atteint une précision sur le nombre. Et ce qui n'est pas vrai dans un village est vrai sur la planète. Mais c'est vrai que ça élimine le cas de chacun d'entre nous, puisque nous sommes tous des individus qui peuvent échapper à la loi statistique. C'est-à-dire Et donc qu'on on fait nous transforme en artefacts progressivement. Oui. Nous ne sommes plus que des objets des cas statistiques. généraux. Mohamed Mougarsar, vous croyez que la politique peut sauver le monde? Oui? Non? Pas quelqu'un comme vous, avec ce que vous écrivez sur les horreurs de l'islamisme. Je pense que la politique doit participer à sauver le monde, mais je n'en fais pas, comment dire, je n'en fais pas le moyen désigné, tout désigné. Je pense que, comme une majorité de personnes aujourd'hui, je suis assez désenchanté par la politique et je n'ai plus confiance, d'abord personnellement, qu'en la littérature et ensuite en la
responsabilité individuelle de chacun. Je pense que de plus en plus, et c'est vers ça qu'on semble se diriger, tout le monde est renvoyé tout le temps à sa responsabilité individuelle. C'est d'ailleurs paradoxal parce que de plus en plus, aujourd'hui en tout cas, il semblerait qu'on ait enfin trouvé depuis très longtemps, c'est un très mauvais terme, mais qu'on ait trouvé depuis très longtemps une cause qui puisse fédérer l'humanité entière. Mais paradoxalement, cette cause, c'est la question du climat, mais paradoxalement, en même temps qu'on a cette grande cause générique qui peut impliquer toute l'humanité, chacun est renvoyé de plus en plus à sa propre à son attitude singulière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, face au climat, tout le monde, je pense que toutes les stratégies pour inciter les gens à faire du tri, etc., c'est paradoxal. On a face à nous quelque chose de grand et de plus en plus, je pense que les gens se déplacent. Il y a un déplacement de la politique qui est assez clair. Ouais. Et vous, là, Laurent Alexandre, qui est un personnage incroyable, parce que vous êtes médecin, vous êtes énarque, vous êtes expert, enfin bon, vous êtes absolument tout-terrain. Vous croyez encore à la politique ? Vous auriez pu en faire. Depuis quelques années, je deviens poujadiste. Je ne crois plus en la politique. C'est vrai que l'absence de vision de long terme des politiques, pour reprendre une des obsessions à juste titre de Jacques, m'a un peu dégoûté de la politique. Mais c'est quoi, la politique là, c'est non, mais vous ne croyez plus dans les politiques, mais la politique. Je ne crois plus dans les politiques. Mais la politique, ça n'existe pas. Il n'y a que des politiques qui développent une politique avec un petit P. Et aujourd'hui, il n'y a aucune vision de long terme. Ce n'est pas spécifique à la gauche, ce n'est pas le fait de François Hollande. Mais effectivement, à titre personnel, et j'ai un peu honte de l'avouer, je croyais beaucoup à la politique quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je suis un peu écœuré des politiques. Et ce que pensent les Français poujadistes est un peu vrai. Les politiques n'assument pas leurs responsabilités sur le long terme aujourd'hui. Aucun des grands enjeux n'est adressé. Les rapports extraordinaires que Jacques fait sont appliqués à 3 ou 5 ou 10%, malheureusement. Je suis aujourd'hui devenu très poujadiste. Oui. Poujadiste, c'est quoi ? C'est pas quelqu'un qui ne croit plus dans les politiques. Attention, il y a beaucoup de gens qui votent pas pour des partis terribles, que ce soit à la gauche ou à la droite, qui parlent comme ça. Mais je n'ai pas dit que j'étais extrémiste de droite. De droite ou de gauche, parce que... J'ai dit que je suis un peu dégoûté par l'absence d'intégration du long terme dans le discours et l'action des politiques. Vous votez quand même, j'espère. Et malheureusement, on a des pays comme la Chine où on a des dirigeants qui ont une vision de long terme, et la Chine n'est pas un exemple de démocratie, on est bien d'accord, ont une vision à 50 ans, à 100 ans. Nous prenons le risque aujourd'hui que des nations qui ne soient pas démocratiques et qui n'obéissent pas aux mêmes critères moraux et éthiques que nous dépassent parce que leurs dirigeants ont une vision notamment technologique de très long terme, alors que nous avons, nous, des politicards qui ressemblent plus à la Troisième République qu'à la France du XXIe siècle. Jacques Attali. Vous évoquez mes rapports, un des derniers porte sur ce que j'appelle l'économie positive, c'est exactement ça, c'est-à-dire l'économie qui est au service des générations futures. Et je crois que la grande question philosophique de demain, c'est est-ce que la démocratie est compatible avec l'intérêt des générations suivantes ? Si la réponse est négative, alors je vous fiche mon billet où je prédis que les générations suivantes vont l'emporter contre la démocratie et qu'on choisira un jour le totalitarisme contre la démocratie parce que les générations suivantes voudront se venger contre ceux qui ont privilégié leurs intérêts à court terme en faisant des dettes, en laissant le climat déraper, etc. Donc la grande question qui ne se résout, comme d'ailleurs en médecine, que par un bricolage institutionnel, je reprends le mot de Monod sur la vie, bricolage institutionnel pour mettre du long terme, pour donner un droit de vote aux générations suivantes. Donc ça s'imposerait du totalitarisme. Les générations suivantes se l'imposeraient à elles-mêmes alors qu'elles veulent punir la génération d'avant. C'est ça que vous dites ? Oui, et c'est pourquoi je crois que nos générations d'aujourd'hui, nous devons trouver une façon de donner un droit de vote aux générations suivantes. Je peux vous donner deux réformes très simples qui pourraient être faites, mais qui naturellement supposeraient d'être faites à l'échelle internationale. Premièrement, pour l'entreprise, que le droit de vote des actionnaires soit proportionnel à la durée de détention des titres. Il n'est pas normal que quelqu'un qui détient un titre une fraction de seconde ait le même droit de vote que quelqu'un qui la détient pendant 10 ans. C'est pas normal. Et pourtant, c'est comme ça. Et donc, c'est comme ça que les entreprises sont gérées véritablement à la petite semaine. Et pour la nation, ce serait bien d'imaginer qu'on est à la place du Sénat ou du Conseil économique et social, ce qu'on voudra, une chambre dont la seule préoccupation, c'est de dire la loi que vous nous proposez, quelles conséquences elle aura à 20 ans. Donc la prime aux anciens pour le capitalisme et la prime aux nouveaux pour la politique. Dans les deux cas, la prime aux générations suivantes. Ce n'est pas les anciens, c'est la durée. Pour ce qui est de la politique, c'est la prime aux
à ceux qui s'intéressent au long terme. Mais qui vous dit que les générations suivantes vont s'intéresser au long terme? C'est-à-dire que là, on critique Non, le c'est la politique, génération présente qui doit s'intéresser aux générations suivantes. D'accord, mais parce que je suis d'accord avec vous que la politique a un rapport au temps qui est très très problématique, mais ça n'est que l'expression en fait d'un rapport au temps de notre modernité, puisque on peut décliner cette question de la temporalité si au dans XXIe toutes les siècle, catégories. l'espérance de vie augmente fortement, les générations du temps présent s'intéresseront au futur parce qu'elles y seront toujours présentes. C'est la phrase de Groucho Marx. Pourquoi est-ce que je m'intéresserai aux générations suivantes? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi? Et la réponse est simple. S'il n'y a pas de génération suivante, nous vivrons une vie d'enfer parce que nous aurons bientôt plus personne pour faire fonctionner l'économie et payer nos retraites. Donc nous avons intérêt, nous, vivants d'aujourd'hui, au bien-être des générations suivantes. Alors, on va poursuivre cette émission en se demandant maintenant si la science peut sauver le monde. Et bien entendu, tous les regards vont se porter vers ce personnage incroyable, Laurent Alexandre, qui maintenant, en plus, ajoute à son pedigree le métier de romancier, avec L'homme qui en savait trop, aux éditions Robert Laffont. Alors vous, d'abord, premier point, la durée de vie, là, vous l'estimez à combien là, dans les... Aujourd'hui, l'espérance de vie a déjà dépassé 80 ans, oui, alors qu'en France, elle était de 25 ans, 1750. Dites-moi, dans 25 ans, dans 30 ans, on sera combien? Elle va pas augmenter très vite. Elle va augmenter dans la deuxième moitié du siècle. Il est probable qu'on aura une espérance de vie de 150 à 200 ans à la fin du siècle. Ah merde, on aurait dû naître plus tard. Mais alors, ça ne nous concernera pas. Enfin, moi je serais mort. Quel dommage. Nous sommes du mauvais côté de la fracture génétique. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que la science va sauver l'humanité? Je ne sais pas. En tout cas, la science va changer l'humanité. La science va changer le monde. Et Jacques parlait d'irréversibilité. Il est clair qu'il y a aujourd'hui dans la Silicon Valley un mouvement philosophique extrêmement puissant qu'on appelle le transhumanisme et qui veut changer l'homme et de façon irréversible pour le rendre immortel. Changer l'homme, c'est-à-dire... Le rendre immortel, l'augmenter sur le plan génétique et puis sur le plan neurologique pour en faire une espèce de c'est quoi c'est comme des OGM, quoi. C'est ça qu'on va faire. Oui, ça passe par des modifications génétiques qui se transmettent de génération en génération. Et vous savez bien que le projet des dirigeants de Google est de nous rendre immortels. D'ailleurs, ils ont créé plusieurs entreprises destinées à permettre l'immortalité, c'est-à-dire ou en tout cas une augmentation très forte de notre espérance de vie. Très emmerdant, l'immortalité. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder? Moi, j'ai des choses à faire pour 1000 ans. Je pense que Jacques, au moins autant. Il n'y a que les déprimés qui veulent mourir à 75 ans. Quand on n'est pas déprimé, on a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Moi, je n'ai pas lu 1/1000 des bouquins que je souhaiterais lire. Donc, si je pouvais vivre longtemps, je le souhaiterais. Donc, nous allons en tout cas vers un monde où la science va bouleverser nos repères, où la science va probablement nous permettre de nous modifier. Personnellement, même si ce n'est pas forcément ce que je souhaite, je pense que nous allons aller sur ce toboggan transgressif et je pense que nous allons nous augmenter. D'abord parce que beaucoup de gens veulent vivre plus longtemps et pour une autre raison, c'est que le développement de l'intelligence artificielle va paniquer les gens et que les gens vont préférer augmenter les capacités intellectuelles par les nanobiotechnologies de leurs enfants plutôt que d'avoir des enfants avec des capacités intellectuelles standards face à une intelligence artificielle et des robots de deuxième génération qui seront extraordinairement puissants dans le futur. Ils nous dépassent quand, là, à peu près, à votre avis? Déjà, on n'est pas loin. Ça dépend pourquoi. Ouais, la Google Car conduit mieux que n'importe quel être humain à vitesse basse. Demain, les robots chirurgicaux opéreront mieux que n'importe quel ils le font déjà chirurgien. Presque, non. Ouais. Mais il y a besoin d'un chirurgien. Ouais. Dans le futur, il n'y aura pas besoin de chirurgien. Dans beaucoup de jeux de statistiques, les machines sont beaucoup plus efficaces que l'homme. Voilà, on y est déjà, ils sont devant, oui, souvent. Donc, en tout cas, on voit bien que l'inventeur de la Google Car, Sébastien Sloan, expliquait récemment, il va être de plus en plus difficile à un être humain avec un cerveau biologique d'avoir une utilité sociale productive dans un monde où l'intelligence artificielle et la robotique se développent à une vitesse folle. Alors, une question personnelle. C'est une vraie angoisse qui va saisir les générations futures. Des choses inutiles, en fait. Non, il paraît même, j'ai lu récemment que même aimer, ça pourrait devenir problématique dans le futur. Le fait de faire l'amour, etc., ça pourrait être tout à fait disparaître. Qui sont en train d'émerger. Il n'y aurait que les ringards. C'est quand même, c'est seulement transmissible. Visiblement, les robots, au moins, c'est propre. Alors, Géraldine Mühlmann. Non, mais je voulais juste vous demander si, pour ceux qui ne tiendraient pas le coup, là, sur 100 ans, 200 ans, pour des raisons qui les regardent, il ne faudrait pas envisager une certaine aide au suicide, puisque la médecine sera absolument toute puissante dans votre fantasme. Non, ce n'est pas mon fantasme, c'est le fantasme de la Silicon Valley. Je n'ai pas dit que j'y adhérais. Je pense que le droit au suicide est un droit fondamental.
et que si on est profondément malheureux à 75 ans et qu'on doit avoir le droit au suicide. Mais c'est à nous de créer un monde dans lequel chacun peut s'épanouir, dans lequel chacun peut trouver des raisons d'être heureux et où le suicide n'est pas obligatoire. J'imagine un monde dans lequel chacun pourrait découvrir des choses pendant très longtemps et non pas commencer à se demander à partir de 70 ans, à partir de 70 ans, quel est le meilleur moyen d'un suicide mode d'emploi pour en finir. Non, on y va. Moi, je m'inscris tout de suite dans votre truc. Question d'Eliette Abécassis, parce que je vais vous laisser un peu entre ses mains. Alors, dans votre roman, qui est absolument captivant, L'homme qui en savait trop, vous avez un des personnages principaux, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui dans un avenir plutôt proche, en fait, a pris possession et contrôle du monde avec Google, puisqu'il y a cette firme qui est le Googleplex qui a pris contrôle de la vie des hommes. Et parallèlement à ça, il y a toute l'histoire d'Alan Turing, qui est le père de ce monde-là, puisque c'est lui qui a inventé l'ordinateur. Et il y a toute l'histoire passionnante de cette invention et de comment peut-être il aurait été assassiné. Ça sent le film, d'ailleurs. Hein. Oh, oui. Non, Soon to be a motion picture, comme on dit aux États-Unis. Hein. Ça fera un blockbuster. Alors, Alan Turing, on voit bien que c'est un héros très positif pour vous. On est complètement en empathie avec lui. Et le monde que vous décrivez, qui est dont Alan Turing est le père, c'est-à-dire notre monde futur, on ne voit pas très bien quelle est votre position. Si vous pensez que nous allons raisonnablement vers ce monde dominé par l'intelligence artificielle, dans lequel l'homme n'existe plus, en tant qu'être humain, puisque c'est un monde régi par finalement des robots. Ou alors, est-ce que vous critiquez cette vision-là? Et au-delà de cela, j'ai envie de vous demander, au-delà de vos prédictions, de ce que vous pensez que le monde va devenir par le transhumanisme, est-ce que vous-même, vous êtes transhumaniste? Alors moi, je ne suis pas transhumaniste, mais je suis un expert. Pourtant, vous participez à des conférences transhumanistes. Je suis un expert pour critiquer le transhumanisme le plus souvent. Je suis un expert du transhumanisme. Le transhumanisme, on le répète, c'est une idéologie développée notamment autour de la Silicon Valley et chez Google particulièrement. Il faut être un peu concret là aussi. Qui vise trois choses. On n'a pas encore tout compris. Mais qui vise trois choses. Les transhumanistes veulent nous rendre immortels. C'est pour ça que Google a développé beaucoup d'entreprises pour augmenter notre espérance de vie, veut développer l'intelligence artificielle de manière à ce qu'elle ait une conscience comme notre cerveau. Et puis les transhumanistes veulent augmenter nos capacités physiques et capacités intellectuelles. C'est ça le rêve transhumaniste. J'aurais peut-être une quatrième... En post-humain dans une deuxième étape. Il y a une quatrième chose, c'est que le transhumanisme est un véritable eugénisme, puisqu'il veut créer l'homme nouveau, c'est-à-dire un homme augmenté, un homme au meilleur de ses capacités, un homme qui ne sera plus malade. Donc on élimine tous les gens qui sont possiblement en mauvaise santé. Vous pouvez répéter, Jacques Attali? Non, mais c'est une longue histoire qui fait que l'homme progressivement cesse d'être un homme pour devenir un objet et devenir un artefact. Un surhomme, une sorte de surhomme. Un objet, parce que la seule chose qui est immortelle, c'est l'objet. Nous sommes mortels, la table ne l'est pas. Et donc la seule façon de devenir immortel, c'est de devenir un objet. Et donc la grande tentation du transhumanisme, c'est progressivement, en nous faisant avoir progressivement des prothèses... De nous transformer en cyborg. Mais d'éliminer l'humanité. Mais la première étape n'est pas celle-là. La première étape est de garder un corps biologique pendant quelques siècles et quelques millénaires et d'augmenter nos capacités par l'ingénierie génétique. Vous n'avez peut-être pas suivi ça, mais les progrès qui ont été faits dans les technologies pour modifier notre ADN sont stupéfiants depuis 6 mois. La semaine dernière, on publiait la réussite d'une expérimentation avec 62 manipulations génétiques sur une cellule. 62 manipulations génétiques. Notre capacité à changer notre ADN, à changer nos chromosomes, va être totalement illimitée et à coût très bas dans les décennies qui viennent, parce que le coût des manipulations génétiques est en train de s'effondrer comme le coût des microprocesseurs. Nous avons une croissance explosive de notre capacité à changer notre nature biologique dans les décennies qui viennent, et ça va être révolutionnaire. Cette révolution du vivant, c'est la bombe atomique du XXIe siècle. Donc la science va sauver le monde. C'est une vraie déflagration. Non, elle va le changer. J'ai pas compris. Elle va le changer radicalement. Je n'ai pas dit que ces évolutions étaient positives. C'est l'idée là. Nous sommes là représentant trois personnes et en même temps 3 façons de penser le monde, même si chacun d'entre nous pensons aussi comme les autres. Mais ce que vous dites s'applique
ou s'appliquera d'abord à une infime minorité. C'est-à-dire ceux qui voudront, parce qu'ils en auront les moyens, aller dans la Silicon Valley pour Ces se faire... technologies ne seront Non, pas pas chères. du tout. Attendez. Pas du tout. Je connais bien votre pays. Et dans votre pays, j'imagine difficilement un paysan de Casamance ayant accès à ces technologies avant 1000 ans, ou avant un siècle. C'est ce Donc, que j'allais il y aura donc deux souligner. humanités. Comme il y a déjà deux humanités, il y a l'humanité de ceux qui sont hyper riches, que moi j'appelle les hypernomades, et qui vont avoir accès à ça. Et puis il y aura l'immense majorité des autres, dont les réfugiés, dont les paysans, dont les gens des villes, qui eux survivront autrement. C'est pourquoi je suis assez Donc, il y aura d'accord deux humanités. quand Mme Abelkacsi dit qu'il s'agit d'un eugénisme. C'est un eugénisme sur deux plans. D'abord, c'est un eugénisme parce qu'on sélectionne d'abord les meilleurs, on va dire, mais c'est aussi un eugénisme parce que tout simplement, on sélectionne ceux qui en ont le pouvoir, ceux qui peuvent accéder à cette amélioration, etc. J'aimerais bien que Laurent nous dise comment il pense que ceci va être accessible à l'humanité. Moi, je suis en désaccord. C'est très rare que je sois en désaccord avec Jacques, mais je suis en désaccord. Il ne faut pas, avec ces technologies-là, refaire la même connerie qu'on a fait avec le téléphone portable. On a dit il n'y aura jamais de téléphone portable en Afrique. Ils n'en auront jamais. Tout le monde a le téléphone portable. 93% des Marocains ont un téléphone portable, 75% en Afrique noire, francophone. Donc, il ne faut pas faire la même erreur. Oui. Les technologies dont on parle, leur coût s'effondre encore plus vite que le coût des microprocesseurs. Les enzymes qu'on appelle les CRISPR, qui permettent de changer notre ADN, ont vu leur coût divisé par 10 000 en 7 ans. Une manipulation génétique, l'enzyme qui la permet, elle coûte $11. Elle va bientôt coûter $1 par manipulation génétique. Eh bien, $1 pour une manipulation génétique, ce sera accessible au Sénégal. Donc, le problème de ces technologies-là n'est pas à moyen terme le problème de leur accessibilité tout autour du monde. C'est la question éthique et politique. Que faisons-nous de notre humanité? Où allons-nous? Quel corps développons-nous dans les années qui viennent? C'est une question éthique, ça n'est pas une question économique. Donc, tout le monde aura accès à ces technologies. Alors, absolument, mais donc, bon, vous avez dit de manière très pessimiste que vous ne croyez plus aux politiques au pluriel, c'est-à-dire aux hommes. Mais le politique là-dedans, le politique, il aura bien un rôle absolument considérable. On parle, je prends ce dont parle Lyotard, les petits récits qui auraient aujourd'hui remplacé les grands récits. On avait le grand récit des mythes, on avait le grand récit de la religion, on avait le grand récit de l'idéologie. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a plus que des petits récits. Enfin, Lyotard dit qu'il n'y a plus que des petits récits. On pourrait dire, non, il reste un grand récit, c'est celui de la science. Sauf que qui écrit ce récit? Qui écrit le récit de la science? Et si quelqu'un écrit le récit de la science, il n'y a pas de récit sans axiologie, il n'y a pas de récit sans orientation, il n'y a pas de récit sans éthique, il n'y a pas de récit sans sens. Quel est le sens de cette transformation scientifique? Parce qu'on peut parler de technologie indéfiniment, mais où va-t-elle? Cette transformation est tellement rapide, elle prend tellement la forme d'un tsunami technologique qu'aujourd'hui elle dépasse les politiques et que les politiques ont 20 ans de retard. Quels sont les politiques qui s'intéressent au futur, qui sont capables de théoriser ça, qui sont capables de préparer l'avenir? On les compte sur les doigts d'une main. À côté d'un Emmanuel Macron qui s'intéresse au futur, la plupart des politiques sont des petits politicards minables qui ne raisonnent qu'à très court terme. Et comme l'évolution technologique est très rapide, le politique qui est en moyenne assez âgé. Non, mais je ne parle pas des politiques là, je parle du rôle du politique par rapport, relativement à la science. Il est clair. Parce que les comités bioéthiques, ils ont une influence. Ils sont très très importants, mais quelle est leur influence? Il est faible, mais le rôle du politique est fondamental dans la définition de ce que nous allons faire de ces technologies et dans la mesure où nous allons changer notre nature biologique et génétique. Donc il faut très clairement que les politiques changent. Il faut que nous ayons un mode de désignation et de vote qui favorise de nouvelles élites plus proches de la science, plus proches de ces sujets-là. Les petits apparatchiks qui deviennent aujourd'hui hommes politiques dans le système français ne sont pas adaptés pour développer un récit permettant de lutter, permettant de construire le monde qui va avec cette révolution technologique. Nous devons changer d'élite politique, sinon nous allons prendre le tsunami technologique dans la gueule et cela aura des conséquences graves. Nous n'orienterons pas la vague technologique avec les élites politique actuelle. Alors, si j'ai bien compris, à moins que je sois complètement con, votre poujadisme est un macronisme, c'est bien ça? Ah. Pas du tout. Tu tends des perches pas pour du te tout, faire battre. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron est l'un des rares hommes politiques qui pensent au futur. Géraldine Mühlmann. Alors, vous parlez d'un récit qui pourra contrer ce choc technologique. Et l'orienter. Vous avez dit que vous alliez dans les lieux transhumanistes pour les critiquer sévèrement, mais en étant là, dans les mêmes lieux qu'eux et parler le même langage qu'eux. Comment exactement empêcher cela? Qu'est-ce que vous leur racontez, au fond, aux transhumanistes pour les critiquer? Moi, je raconte aux transhumanistes comme aux bioconservateurs qu'il est important qu'il y ait un débat
de la société civile sur ces technologies-là. C'est tout? Vous ne proposez pas des options pour ce débat? À l'intérieur de ce débat, Mon vous ami, n'avez pas vous-même un point de vue très moi, précis? je ne suis pas un gourou et moi, je ne porte pas la Non, mais vous vérité avez l'opinion. universelle. Ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait un vrai débat politique, un débat dans la société civile pour orienter ces technologies, que nous sommes à la veille d'un monde où nous allons changer notre cerveau, changer notre ADN et avoir un pouvoir extraordinaire sur la nature, où nous allons développer des intelligences artificielles probablement supérieures à notre cerveau. Tout cela a des conséquences vertigineuses et cela ne peut pas se faire implicitement, sans le débat. sans décision explicite. Mais dans ce débat, et vous dites sans quoi? débat. Mettons qu'on ait ce débat. Quelle serait votre option? Vous proposeriez quoi? Moi, je suis vieux, j'ai 55 ans. Je ne peux pas me prononcer pour les générations Non, futures. mais vous connaissez bien le Mais sujet. je ne peux pas me prononcer pour les générations futures. Je dis que nous devons avoir ce débat et que nous devons notamment laisser les jeunes générations débattre et donner leur avis sur le monde qui est en train de se construire et qui doit être un monde vivable, où nous devons prendre toutes les potentialités positives de la science, mais où nous ne devons pas aller vers un monde désincarné et déshumanisé par une utilisation brouillonne et à la va-vite de technologies démiurgiques qui pourraient changer l'humanité au XXIe siècle sans même qu'on s'en rende compte. Jacques Attali. Pour moi, ça fait très longtemps qu'on en parle avec Laurent, cette transformation progressive de l'homme en objet, c'est quelque chose qu'il faut arrêter, parce que l'objet est mort. Donc la grande question par rapport à la vôtre, la grande question du politique, à mon avis, c'est qu'est-ce que peut être le sanctuaire de l'humain que l'humanité devrait réussir à protéger, à éviter qu'on touche, tout en sachant parfaitement que c'est comme, toute proportion gardée comme pour la fiscalité, il suffirait qu'il y ait un endroit où on puisse le faire pour que ça soit mort. Donc il ne faudrait pas de paradis génétique comme il y a... On vient de réussir avec l'OCDE de façon beaucoup plus modeste à lutter mondialement contre les paradis fiscaux, qui montrent qu'à l'échelle du monde, si on veut, on peut. Donc la grande question politique derrière votre question, c'est peut-on installer un sanctuaire de l'humain? Et pour ça, et c'est là où le philosophique comme le scientifique doivent discuter, c'est quoi le sanctuaire de l'humain? Il est où? Est-ce qu'il est dans l'ADN? Est-ce qu'il est dans la cellule tout entière? Est-ce qu'il est dans le corps? Est-ce que toucher à quoi que ce soit dans le génome, ça touche au sanctuaire? Non, bien sûr, parce qu'il est évident qu'il faut toucher au génome pour éliminer des maladies génétiques. Il est évident qu'il faut faire. Donc, mais la question fondamentale dont, en effet, le politique ne parle pas, et c'est une question que moi je mets sur la table depuis très très longtemps, c'est où est le sanctuaire qu'il faut protéger? Il faut garder un corps majoritairement biologique. Voilà. Non, mais surtout, il ne faut pas aller vers un homme parfait, c'est sa faillibilité. Les grands parfait, artistes c'est un sont objet. complètement fous. On va commencer à éliminer les gens qui ont 80% de chances de développer une schizophrénie. On va éliminer l'art, donc on va éliminer l'homme, quoi. Non, mais surtout, c'est avoir comme présupposé que l'homme est entièrement biologique. C'est-à-dire, le sanctuaire de l'humain, il n'est peut-être pas biologique. Est-ce que tout ce qui relève de l'humain est réductible à sa biologie et à son complexe physico-chimique? Il est aussi biologique. C'est hyper inquiétant, quoi. On tourne autour d'un mot qui a été... Non, mais S'il vous plaît, est-ce qu'on peut écouter c'est Mohamed certain, Bougarsar, mais elle est s'il vous plaît? peut-être pas totalitaire, quoi. On va plutôt écouter Rabelais, c'est le mot de conscience. Depuis tout à l'heure, on tourne autour de ça, science en conscience. C'est ça, le sanctuaire de l'humain, c'est peut-être ça, en fin de compte. C'est la conscience, et c'est peut-être, vous l'appelez éthique, mais je pense que c'est autour de ça que ça doit d'abord tourner. Et puis, je voudrais mettre en garde contre quelque chose qui serait, et c'est ça finalement peut-être la critique radicale qu'on doit porter au transhumanisme, c'est d'avoir la prétention de faire le bonheur des gens. Comme d'autres dont vous parlez dans votre roman, les affreux barbus islamistes. Oui, c'est là Dès qu'on va parler au bonheur des gens, c'est là que commence évidemment le terrorisme, je pense. Oui, alors, donc, nous avons parlé de la politique et de la science en nous demandant si elle pouvait sauver le monde. En revanche, la question sur la religion, c'est la religion n'est-elle pas en train de perdre le monde, hein? C'est la question qu'on peut se poser à travers ce très beau roman, donc prix Amadou Kourouma 2015, Terre Sainte, C avec un C, C-E-I-N-T-E, parce qu'il y a un jeu de mots, évidemment, que tout le monde a compris, aux éditions Présence africaine. Alors, racontez-nous ça, votre vision de Sénégalais angoissé, parce que c'est ça, ce roman. C'est un roman d'angoisse. C'est un roman angoissé, mais en dernière instance, il n'est que le reflet des angoisses que tout le monde peut ressentir en ce moment, je crois. Mais vous avez, depuis tout à l'heure, vous dites que c'est un roman pessimiste. Je ne pense pas. Oui, parce qu'il y a l'amour, évidemment. Il y a l'amour. Il y a l'amour, et puis surtout, il y a... L'amour est plus fort, plus fort que la mort et plus fort que l'islamisme. Mais est-il plus fort que le gène et la biologie? Quel est le gène de l'amour?
Il y en a plusieurs. Mais surtout, ce qui est intéressant, je pense que c'est au cœur de ce livre, c'est la notion d'expérience intérieure, tout simplement. C'est que depuis tout à l'heure, nous, on est en train de parler de l'expérience, c'est-à-dire de ce qui se passe, du réel, etc. En oubliant que le plus important, ce n'est pas ça, c'est d'abord l'expérience intérieure qu'on a devant l'expérience. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce roman n'est pas forcément pessimiste, c'est qu'à la fin, il y a une réflexion sur l'expérience intérieure, ce que les gens font de ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont prêts à faire ensuite. Alors, certes, la fin peut paraître pessimiste, ça se traduit pas très bien quand même. Excusez-moi, ils reviennent. Excusez-moi, enfin, on va pas raconter la fin. Ils reviennent, pas mais joyeux. que vont-ils trouver là? C'est ça qui est important. Que vont-ils trouver? Ils vont Il y a trouver la des gens résistance dans la tête. qui sont prêts, voilà, Ouais, tout simplement. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, Jacques Attali? Parce que est-ce que ces propos qu'on vient de tenir n'étaient pas un peu dérisoires par rapport à ce qui se passe dans toute une partie du monde? Non, tout ça est très cohérent, parce que le religieux, quand il est individuel, renvoie à la conscience de soi, évidemment. Quand il est collectif, peut renvoyer à un sens du long terme sécurisant au moment où tous les autres sens du long terme n'existent plus. Et donc, le retour du religieux, pour moi, c'est l'annonce de ce que le religieux est la seule façon aujourd'hui séduisante de donner du sens au long terme. Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle le religieux... Et c'est pourquoi je crois qu'il y a une vraie menace totalitaire, parce qu'à côté du religieux totalitaire, il y a d'autres formes de totalitarisme qui vont surgir. Le totalitarisme écologique, d'ailleurs, je crains beaucoup... Je ne voudrais pas faire mon Régis Debray, mais enfin, il n'y a pas que le religieux, il y a aussi le sacré, et le sacré n'est pas toujours religieux. Oui, vous avez raison. Et là, on parle du phénomène religieux comme instrument de pouvoir, et c'est de ça dont il s'agit. Et il y a un vrai risque de voir le religieux se substituer au politique pour penser le long terme. Alors, il y a l'écologie, qui est le troisième, c'est quoi? Comme totalitarisme? C'est le totalitarisme laïque, celui qu'on a connu tel qu'on l'a vu. Et le totalitarisme? C'est quoi le totalitarisme laïque? Émile Combes, le petit père Combes? Non, Adolf Hitler, c'était un totalitariste laïque. Et le totalitarisme scientiste? On n'en parle pas? Il peut aussi exister, il rentrerait dans le totalitarisme laïque. Il était d'ailleurs derrière Hitler assez facilement. Ouais. Mais moi, ce que je crains beaucoup, c'est la coalition du totalitarisme écologique et du totalitarisme religieux. Alors, Mohamed, je vais maintenant vous laisser entre les mains de Géraldine Mühlmann. On a évoqué le sacré, forcément, il n'est pas très loin. Alors, j'en aurais une acception très rigoureuse et religieuse, en fait. Je pense que le sacré, on le trouve dans les religions et qu'en dehors, on l'invoque, mais c'est peut-être pas le bon mot. Il y a même des religions qui mettent à distance leur sacré. Elles ont un petit noyau de sacré, mais bon, le protestantisme, le judaïsme n'ont pas le sacré tout le temps à la bouche. Mais disons, le sacré, c'est dans le religieux. Alors, j'ai une question à vous poser. Il y a pas mal de gens dans l'histoire des idées qui disent que le sacré, c'est très, très important. C'est pour ça que ça séduit en dehors des religions, d'ailleurs. Ça capte la violence. Ça permet de la cristalliser, de la retenir dans une société. Et donc, c'est par exemple la thèse de René Girard sur la violence et le sacré. Est-ce que quand on vous lit, quand on voit l'usage qui fait du sacré, qui n'est pas nouveau, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de dire que cette thèse est complètement fausse? La thèse de la violence... Captée et retenue grâce au sacré. Quand on voit au contraire comment le sacré est un énorme pourvoyeur de violence, est-ce qu'il ne faut pas en finir avec cette thèse aberrante? Si, il faudrait en finir avec cette théorie-là. Mais c'est surtout comment est-ce qu'on en finit? Comment est-ce qu'on sort de cette relation presque ténue entre la violence et le sacré? Personnellement, je ne vois pas de solution. Je ne suis pas certain que l'on puisse aujourd'hui évacuer la violence du sacré. Je ne pense pas, parce que tout simplement, le sacré est un radicalisme. C'est-à-dire que le sacré est violent tout simplement parce qu'il est toujours, non seulement à l'origine, mais également à la fin d'une action. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à faire quelque chose au nom de quelque chose qu'on juge sacré, une action au nom de quelque chose qu'on juge sacré, et qu'on est prêt, pour aller au bout de cette action-là, à aller également dans l'extrémisme, là, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas parce qu'on a, dès le point de départ, on est convaincu que l'action doit être radicale et, par conséquent, violente. Donc, si je vous comprends bien, ce n'est pas que l'islamisme là, qui est en cause et que vous décrivez, ou une forme de radicalisation religieuse, c'est bel et bien la religion, toute religion, et le sacré
à l'intérieur de toute religion, qui existe toujours, même s'il est circonscrit. C'est ça que vous combattez par votre roman. Alors, pas la religion. Disons que je suis d'accord sur le fait que la religion porte toujours en elle le sacré et par conséquent une part de violence. Ça, c'est certain. Mais ce que je veux pointer du doigt, c'est le rapport évidemment que l'on a à la religion. C'est ça qui est plus important. Une fois de plus, j'insiste sur l'expérience intérieure. C'est ça qui est le plus important. Il y a les faits, il y a le réel, il y a le fait assez objectif que la religion porte en elle une part de violence, mais le plus important, c'est évidemment ce qu'on a, le rapport que l'on a avec cette religion-là, la façon dont, dans nos actes, etc., on essaie de canaliser cette violence-là, ou plutôt de la transférer, pour employer un terme psychanalytique, transférer cette violence-là dans d'autres formes d'action. Voilà. Jacques Attali. C'est là où la thèse de Girard, à mon avis, conserve sa validité, parce que même si on sait dans quel contexte il l'a écrit, puisque c'était une légitimation chrétienne qui était derrière son travail, c'était une théorie du bouc émissaire comme canalisateur de la violence. Je pense en effet, comme ce que vous venez de dire à l'instant, que nous sommes dans un moment d'extraordinaire danger d'une prolifération de la violence parce qu'il n'y a plus de canalisation. Et la canalisation peut venir soit vers un bouc émissaire nouveau, et on le voit surgir. Il y a des boucs émissaires un peu partout qui sont en train d'apparaître comme des paratonnerres monstrueux pour ceux qui... Mais il y a aussi une idée imaginable, et c'est là où la politique retrouve sa place, c'est de canaliser la violence vers un dépassement de soi. De la canaliser non pas vers un ennemi extérieur, mais vers un dépassement individuel ou collectif. C'est chercher à ce que j'appelle devenir soi, ou chercher collectivement à avoir un projet. Si l'humanité se donne un projet qui est d'aller sur une autre planète pour y vivre, ou de créer les conditions d'un monde vivable pour canaliser notre énergie. Ça, vous y croyez à ça ? Oui, bien sûr, j'y crois. On finira par le faire. C'est-à-dire, on va aller où ? J'en sais rien, mais en tout cas, on aura à partir d'ici un jour, c'est clair. Pas Mars, c'est un peu chaud là-bas. Pour l'instant, il faudra sans doute aller plus loin. Froid et chaud. Mais le projet, avoir un projet, c'est la meilleure façon de canaliser la violence. Oui, par rapport à René Girard, il y a aussi un autre écrivain qui me vient en tête, c'est Erich Fromm de l'école de Francfort, qui a écrit un très beau texte qui s'appelle « La peur de la liberté ». Et on a l'impression qu'en fait, chacune des réponses que vous proposez, pas vous en votre nom propre, mais celles que vous mettez en exergue dans vos propres livres, que ce soit la religion, le radicalisme, disons, dans la religion, le scientisme ou encore la prévision de l'avenir, ce sont autant de tentatives de ne surtout pas être libre, quoi. Enfin, de surtout échapper à sa propre liberté. Vous êtes d'accord, Mohamed ? Je pense que oui, parce que je crois que fondamentalement, la liberté est d'abord un vertige, naturellement. Donc, essayer d'y échapper, c'est très étrange parce qu'on essaie toujours de l'avoir. Mais lorsqu'on l'a, il y a ce vertige-là. Dans le roman, il y a une scène au moment où les habitants de la ville réussissent à chasser provisoirement les islamistes, on va dire les islamistes, les terroristes. Et pendant ce court moment où ils sont absents, ils ont peur. Ils ont quand même peur parce que tout simplement, ils sont face à cette chose vertigineuse qui est la liberté. Évidemment, je pense qu'il y a cette double tension-là. C'est ce qu'on cherche, la liberté, mais c'est également ce qui nous fait peur quand on la rencontre. Question d'Eliette Tabekassis. Dans votre roman, c'est un groupe d'hommes qui écrit un journal qui va permettre en fait de lutter contre la fraternité. Ces hommes qui se sont emparés du pouvoir et qui imposent l'islamisme dans votre ville imaginaire, mais qui ressemble beaucoup à beaucoup de villes en Afrique aujourd'hui. Alors, en fait, dans ce journal, ces hommes développent des arguments théologiques très profonds pour contrer justement la vision que la fraternité a de l'islam. Est-ce que vous pensez que c'est la religion qui va sauver la religion ? Je pense que, en l'occurrence, pour le roman, ce sont les musulmans qui doivent sauver l'islam. Je pense que c'est eux qui ont cette responsabilité-là, tout simplement parce que de l'autre côté, on va dire de l'autre côté, c'est une facilité de langage, mais de l'autre côté, ces gens s'appuient sur un texte, sur une lecture qu'ils ont d'un texte. Je crois que la solution, banalement, ce serait que nous, les autres musulmans, on va dire, aient également leur lecture et osent la confronter. Voilà. Et tout simplement, et ça, c'est une question de responsabilité individuelle. Ça implique d'abord de lire le texte, de ne pas simplement avoir d'avoir un rapport immédiat, voilà, au texte, ne pas accepter trop d'intermédiaires, et ça implique surtout d'avoir le courage de dire
de dire que non, voilà, c'est sur ce texte-là, il y a d'autres choses à penser, d'autres choses à dire. Voilà, je pense que oui, ce sont les musulmans qui doivent... Vous pensez qu'on peut les convaincre? C'est-à-dire parce que votre personnage, Abdel Karim, le capitaine, c'est un personnage qui ressemble un peu à Javert. C'est un méchant, mais c'est un méchant qui a un certain panache, qui a une sincérité, en fait. Donc vous pensez que les islamistes ont leur sincérité et que par le débat d'idées, par la confrontation des idées, on pourrait leur faire entendre ce que serait une autre vision de l'islam. Alors, vous faites bien de parler de Javert parce que c'est de lui qui est sorti directement ce personnage du capitaine Abdel Karim. Alors, évidemment, il est romanesque. Il est romanesque. Tous les chefs islamistes ne sont pas comme lui, ne sont pas prêts à réfléchir, évidemment. L'essentiel n'est pas d'essayer de les convaincre. Je ne pense pas qu'il s'agisse pour les autres musulmans qui ont un autre rapport au texte coranique, d'essayer de convaincre les autres, mais simplement d'arriver à se convaincre eux-mêmes que ce qui est dit de l'autre côté n'est pas la vérité. D'arriver également à faire croire autour d'eux que ce que les autres disent n'est pas... c'est un combat vraiment interne. Je pense que c'est ça. C'est vraiment entre les musulmans qui ne se reconnaissent pas toujours dans le discours radical. C'est à eux de porter un discours d'un autre radicalisme, mais c'est un radicalisme, c'est-à-dire qu'il faut aller à la racine, non pas de la lettre du Coran, mais de son esprit. Et voilà, et c'est ça, je pense, qui va... Oui, je pense que c'est le message de votre roman, et c'est ce qui fait que votre roman est un grand roman, un roman important, parce que justement, il envisage ce débat et cette lutte, je dirais, idéologique, spirituelle et théologique. Oui, il faut avoir le courage d'avoir ces arguments-là, d'oser penser, d'avoir une approche, une démarche qui soit philosophique et littéraire, etc., tout ce qu'on veut, qui peut sembler aride au départ, mais qui, au fond, a ses charmes, je crois. Voilà, eh bien, merci, cette émission est terminée. Je rappelle les titres de vos livres. Alors, Terre Sainte par Mohamed Mgar Sarr, c'est le prix Amadou Kourouma 2015, c'est une révélation, c'est un jeune étudiant sénégalais, et pour un coup d'essai, chapeau, on attend le suivant. Laurent Alexandre, c'est Vaincre le cancer, et puis aussi ce roman, L'homme qui en savait trop, aux éditions Robert Laffont. Et puis enfin, Jacques Attali, Peut-on prévoir l'avenir, aux éditions Fayard. Merci à vous. Cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire jeudi prochain, autour de 21h35 sur France 5. À la semaine prochaine.